Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur l'environnement. Voici les titres. Faire de Lomé une ville éco-responsable. C'est ce message que le Premier ministre du Togo, Madame Victoire Sidemiro Tomiga Dogbe, a réaffirmé lors d'une audience qu'elle a accordée aux responsables de la plateforme des comités de développement à la base du Grand Lomé. Les détails dans un instant. Le Malawi peine à se relever des catastrophes qu'il a subies ces dernières années. Le secteur agricole est toujours mal en point malgré les efforts d'adaptation. Dans ce journal, nous vous parlerons des crédits carbone. Qu'est-ce que c'est et comment fonctionne leur marché? Vous le saurez dans ce journal. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. Faire de Lomé une ville éco-responsable. C'est le message réaffirmé par le Premier ministre togolais, Madame Victoire Sidemiro Tomiga Dogbe, aux responsables de la plateforme des comités de développement à la base du Grand Lomé, M. Kodjo Konu Nukafu. Ce dernier a été reçu en audience par le Premier ministre au sein de la primature. Les détails avec Léonce Sago. Le Premier ministre du Togo, Victoire Tomiga Dogbe, a rencontré la semaine dernière le coordinateur de la plateforme des comités du développement à la base du Grand Lomé, Kodjo Konu Nukafu. Au cours de leur entretien, Madame Tomiga Dogbe a loué les efforts déployés pour relever les défis liés à l'insalubrité dans la capitale togolaise. La chef du gouvernement a souligné l'importance de la propreté dans les zones urbaines car elle garantit le bien-être des citoyens et projette une bonne image du pays. Elle a encouragé les comités de développement locaux à continuer leur action en vue d'un environnement plus sain. C'est une visite de courtoisie au Premier ministre pour lui témoigner toute notre gratitude en ce qui concerne les efforts qui sont faits en faveur des communautés à la base. Tous les efforts qui se font dans la lutte contre l'insalubrité de la ville de Lomé. Quand vous savez que les comités de développement à la base jouent un rôle dans ce domaine. Donc elle nous a donné beaucoup d'utiles conseils pour pérenniser tout ce que nous faisons, pour rendre nos quartiers, nos villages propres. Elle a touché du doigt l'emploi des jeunes, que nous devons être des relais par rapport aux programmes et projets du gouvernement et permettre à nos jeunes de bénéficier de pas mal de projets et programmes. Donc nous allons tenir compte de ces conseils et je crois que les CVDC d'équipe sont toujours disponibles pour travailler dans le sens du bien commun et de la salubrité de la ville. Les comités de développement à la base CDB jouent un rôle crucial dans la lutte pour la salubrité dans la capitale. Ils mènent dans ce sens différentes initiatives dont la mise en place des campagnes de nettoyage régulières des quartiers, la sensibilisation des habitants sur l'importance de la bonne gestion des déchets et le soutien à des projets communautaires de développement durable. Le gouvernement est engagé à renforcer les partenariats avec les acteurs locaux afin de relever les défis environnementaux et d'améliorer le cadre de vie de la population togolaise. Le Sénégal se prépare à lancer sa production de gaz naturel liquéfié d'ici la fin de cette année 2024. Le pays ambitionne produire 3,5 millions de tonnes de GNL par an. L'information a été portée par le secrétaire général du ministère sénégalais du pétrole et des mines, M. Cheikh Niane, lors de la conférence ADIPEC tenue à Abu Dhabi la semaine dernière. Les détails sont signés Rafietou Mbereko. Le Sénégal va débuter la production du gaz naturel liquéfié d'ici fin 2024. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, au cours du salon et conférences internationaux sur le pétrole tenu à Abu Dhabi. En effet, le pays souhaite exporter jusqu'à 3,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Depuis le mois de juin, le Sénégal a déjà franchi une étape en produisant quotidiennement 100 000 barils de pétrole. Ce développement s'inscrit dans une stratégie de diversification énergétique visant à réduire la dépendance aux centrales à pétrole qui représentent encore 75% de la production électrique
nationale. À terme, le gouvernement ambitionne également de produire 70% de son électricité à partir du gaz et 30% à partir d'énergies renouvelables. Le champ gazier de Yakar-Teranga, avec des réserves estimées entre 20 000 et 30 000 milliards de pieds cubes, suscite un grand intérêt parmi les investisseurs internationaux. L'entreprise américaine Cosmos Energy est déjà impliquée dans le projet et le Sénégal espère attirer davantage de partenaires pour accélérer la production et sécuriser les investissements d'ici l'année prochaine. L'exportation de gaz naturel liquéfié pourrait apporter des retombées économiques significatives au pays tout en répondant aux besoins énergétiques nationaux. En s'appuyant sur ces nouvelles ressources, le Sénégal cherche à réduire les coûts de l'électricité, rendant l'énergie plus accessible aux populations et contribuant au développement durable. La République démocratique du Congo mise sur le barrage du Grand Enga pour révolutionner son système énergétique avec la construction de 6 centrales hydroélectriques. Le projet est relancé après des années de blocage et pourrait permettre à la RDC de redorer son couvert énergétique et offrir de nouvelles perspectives à la région ainsi qu'au continent africain. Honoré Kata. Le fleuve Congo offre enfin une solution aux pénuries d'énergie en RDC. Le projet centré autour du barrage de Grand Enga prévoit la construction de 6 nouvelles centrales hydroélectriques en complément des 2 déjà en service. Une fois achevé, il deviendra le plus grand barrage du monde. Des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria ont déjà exprimé leur intérêt pour importer cette électricité. Sert les populations, sert les commerces, sert aussi les industries, en accordant une certaine priorité aux clients miniers qui ont investi. Il n'est dit nulle part que tout le productif d'un actif de production à 100% va à l'opérateur minier. Nulle part. Après des années de blocage en raison de désaccords avec la Banque mondiale sur la transparence, le projet a été relancé pour alimenter en électricité la majorité des Congolais vivant dans la pauvreté et n'ayant toujours pas accès à l'énergie. On doit le faire. Et quelle que soit la source d'énergie que nous avons, quelle que soit la taille du barrage qu'il faille, il ne faut pas attendre seulement des gros Inga ou des même si c'est un picot, si c'est un nano-barrage, il faut le faire. Cependant, les autorités précisent qu'il faudra encore attendre une décennie pour achever les 6 barrages et commencer à produire de l'énergie propre. Au Malawi, les effets conjugués des cyclones et des épisodes de sécheresse ont plongé le pays dans une insécurité alimentaire. Malgré de nombreuses tentatives d'adaptation pour relever le secteur agricole, ce pays d'Afrique australe peine encore à assurer son autosuffisance alimentaire. Irène Papadina nous en dit plus dans ce commentaire. Pendant longtemps, le maïs céréale essentiel de l'alimentation au Malawi abondait dans les assiettes. Mais depuis 2 saisons, ils sont désespérément vides. Dans le village de Kamuga, au sud du pays, la population ne peut plus compter que sur les mangues pour se nourrir. Les rares manguiers se trouvent à plusieurs centaines de mètres des habitations, juste derrière la rivière Shire qui est remplie de crocodiles. Jussa Levison, l'un des habitants du village, a été victime d'une attaque de crocodile alors qu'il allait cueillir des mangues pour nourrir sa famille. En mars 2023, le Malawi a été frappé par Freddy, le cyclone le plus long jamais enregistré. 6 mois de pluie se sont abattus en seulement 6 jours, provoquant des inondations et coulées de boue. 1200 personnes ont perdu la vie et 700 000 ont été déplacées. 2 millions d'agriculteurs ont perdu leur récolte et ont vu leurs champs ravagés. Près de 1,4 million de bétail ont péri. Selon l'indice mondial des risques climatiques, le Malawi fait partie des 5 pays les plus touchés par le phénomène climatique El Niño. Depuis le mois d'octobre, les précipitations sont devenues de plus en plus irrégulières et les périodes de sécheresse ont alterné avec 5 cyclones depuis 2019. Les Malawistes sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la vente de bois et de charbon de bois pour se dégager une source de revenus. Mais cette activité illégale est responsable d'une déforestation massive qui vient renforcer
la vulnérabilité du territoire aux événements climatiques extrêmes. Privée de ses arbres, la terre perd sa capacité à absorber l'eau et le sol s'érode progressivement, rendant de vastes zones plus vulnérables aux inondations et aux coulées de boue. Le ministère de l'Agriculture du Malawi a fait des recommandations aux agriculteurs en les appelant à planter des cultures résistantes à la sécheresse ou encore à cultiver des plantes à maturation précoce. Le gouvernement a engagé 16 millions de dollars dans un projet quinquennal visant à aider 10 000 ménages à adopter des moyens de subsistance plus résilients tels que l'apiculture, la culture de champignons ou encore la construction de briques. De son côté, le Programme alimentaire mondial PAM a aidé 118 000 ménages à s'adapter au dérèglement climatique grâce à la diversification des cultures, au reboisement et à l'irrigation solaire. La 29e conférence des Nations Unies sur le climat s'est ouverte depuis lundi dernier à Bakou, en Azerbaïdjan. Au terme de la première journée, des règles pionnières ont été signées sur le marché des crédits carbone. Ce dernier était sans réglementation internationale et faisait objet d'abus, de fraude et de malversation par les grandes puissances industrielles. Suivez. Le premier pas en avant pour le climat est marqué au soir du 11 novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan. Le jour 1 de la COP29 a abouti à l'adoption par près de 200 États des premières règles pour le marché des crédits carbone. Sans réglementation internationale avant l'ouverture des négociations, le marché des crédits carbone était sujet d'abus, de fraude et d'éco-blanchiment orchestrés par les gros pollueurs de la planète. Les nouvelles règles de l'ONU pour le marché controversé des crédits carbone sont une étape indispensable pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. L'experte du marché des crédits carbone au Centre pour le droit international de l'environnement, Erika Lennon, se réjouit de cet accord qu'elle qualifie d'extrêmement important. Elle soutient que cela va ouvrir la voie à un marché de carbone plus établi, destiné à échanger les crédits carbone de qualité avec des normes soutenues par les Nations Unies. Paradoxalement, plusieurs organisations non gouvernementales engagées pour le climat critiquent la méthode peu transparente selon elles et par laquelle les textes ont été adoptés dans la soirée du premier jour de la 29e conférence climatique de l'ONU. Parlons toujours des crédits carbone. Qu'est-ce que c'est? Quel est leur mode de fonctionnement? Élément de réponse dans ce commentaire. Le marché des crédits carbone est désormais réglementé à l'international depuis le 11 novembre 2024, date d'adoption du texte examiné à la COP29. En effet, les crédits carbone sont générés par des activités qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète, comme la plantation d'arbres, la protection des habitats ou le remplacement du charbon polluant par l'énergie solaire ou éolienne. Un crédit carbone équivaut à une tonne de dioxyde de carbone empêché de pénétrer dans l'atmosphère ou éliminé de celle-ci. Ceci pose souvent le problème d'éco-blanchiment ou de greenwashing parce que les pays émetteurs sont encouragés à compenser leurs émissions plutôt qu'à les réduire. Cette pratique est dénoncée par les organisations de défense de l'environnement. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, les programmes de capture ou d'élimination de CO2 ne doivent pas être une solution alternative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certains scientifiques précisent que les projets de captage de CO2 constituent un danger pour la biodiversité. Le texte adopté à Bakou concerne principalement les pays riches et pollueurs qui cherchent à compenser leurs émissions en achetant des crédits à des pays qui ont réduit les gaz à effet de serre au-delà de ce qu'ils avaient promis. Les critères réglementent la méthodologie pour calculer le nombre de crédits qu'un projet peut donner ou générer. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes, tout particulièrement à vous qui nous suivez depuis Bakou en Azerbaïdjan. Green TV International, we revive environment.